Une présidente du Front National est rejugée pendant un mois pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires. 11 autres prévenus également, dont plusieurs cadres du RN comme Louis Alliot, le maire de Perpignan, et Julien Audoul, le député de Lyon. 12 autres accusés avaient renoncé à faire appel. Autre procès aujourd'hui à Paris, celui de Madieh Esfandiari, cette traductrice iranienne de 39 ans, poursuivie pour apologie et provocation en ligne au terrorisme. Le régime iranien souhaiterait l'échanger contre les Français Cécile Colère et Jacques Paris, toujours assignés à résidence à l'ambassade de France à Téhéran. Selon leurs proches, leur sécurité est assurée malgré la situation sur place. Le Quai d'Orsay recommande aux Français de quitter le pays et de rester à l'écart des rassemblements et manifestations. Dans l'actu également, les agriculteurs reçus à Matignon par le Premier ministre en ce début d'après-midi, après la reprise de leur mobilisation ce matin à Paris, notamment devant l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu va devoir apporter des réponses pour tenter d'apaiser la colère du monde agricole, mobilisé depuis des semaines contre l'accord avec le Mercosur, mais aussi pour dénoncer la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire. Et à cause de cette maladie qui touche les élevages de bovins, les organisateurs du Salon de l'Agriculture ont annoncé qu'il n'y aura aucune vache présentée cette année. C'est une première en 60 ans. Le tournant démographique de la France en 2025, on a enregistré plus de décès que de naissances. C'est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, selon le dernier bilan de l'INSEE. Le déclin de la natalité se poursuit dans le pays, tout comme la hausse de l'espérance de vie. Et on compte désormais en France quasiment autant de plus de 65 ans que de moins de 20 ans. Et puis en foot, ce soir le dernier 16e de finale de la Coupe de France avec Bayeux face à Marseille, coup d'envoi 21h. Après l'élimination hier du PSG, le tirage au sort des 8e de finale aura lieu juste avant ce dernier match. C'est la fin de cette édition. Bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio et on va parler des épreuves qui nous arrivent parce que, eh oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et nous allons tous pratiquement rencontrer des épreuves qui seront plus ou moins importantes, plus ou moins douloureuses. Alors qu'est-ce qui fait que certains s'en sortent plutôt mieux et voire même parfois plus fort alors que d'autres ne s'en remettent pas? C'est le sujet que nous allons aborder avec Jean-Charles Bouchou et avec lui on verra quelles sont les astuces qui nous permettent de nous relever après un trauma ou un accident de la vie. Parce que, et ça je crois que c'est déjà important à dire, si en effet on est victime d'un événement, tout ce qu'on va en faire, eh bien ça dépend vraiment de nous. On peut rester toute sa vie en colère et en vouloir à la terre entière. On peut se sentir toute sa vie totalement anéanti et rester dans une position de victime. Ou alors on peut prendre son destin en main, en d'autres termes, devenir responsable. Alors vous comprendrez bien que c'est en devenant responsable de ce qui nous arrive qu'on peut par exemple aimer à nouveau après un divorce très difficile, ou après un deuil tragique. Et on va voir ça au cas par cas. Donc si vous avez envie de témoigner, si vous avez des questions à poser à Jean-Charles Bouchou, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Merci d'être avec nous, Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors vous êtes psychanalyste, oui, psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages. Le livre qui vous a fait découvrir au grand public, c'est Les pervers narcissiques aux éditions Erol, il y a déjà de nombreuses années, qui est ressorti. Qui vient de sortir en poche 17 ans après sa première sortie, c'est incroyable. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Et puis vous avez écrit aussi d'autres livres. Oui, j'avais complété les violences par un livre qui s'appelait Les violences invisibles. Toujours au courrier du livre. Au courrier du livre, oui. Et c'était intéressant aussi, les violences invisibles, parce que, oui, on se fait tabasser par son partenaire, on sait qu'on a été violenté. Oui. On est tous les jours critiqué par des paroles... on n'est pas forcément sûr que c'est de la violence. Oui, et on se demande si c'est de notre faute. C'est ce que me disait une personne tout à l'heure, d'ailleurs. Quand l'autre me faisait un reproche, je culpabilisais. Donc au lieu de dire tu n'as pas le droit, tu ne peux pas me parler comme ça ou je m'en vais, tout simplement, eh bien non, la personne elle se dit qu'est-ce que j'ai bien pu faire et elle se remet en question. Et en discutant, on s'est aperçu que ça remontait à son enfance, où pour pouvoir continuer de fantasmer être aimé par ses parents ou par ses profs, je dis bien fantasmer parce que dans son histoire, l'amour de ses parents n'est pas flagrant, eh bien elle s'invente une histoire. C'est normal que mon parent me parle mal parce que je suis coupable.
Et il lui aura fallu 48 ans pour s'apercevoir que ben non, la petite fille était coupable de rien. Et combien même se serait-elle trompée, ce qui n'était même pas en plus le cas. Simplement, on appelle ça un clivage, c'est-à-dire quand je ne peux pas arriver à une ambivalence, dire mon parent je l'aime malgré qu'il est mauvais. Où il est bon et mauvais. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'en parlais l'autre jour avec une invitée. Je lui disais, il faudrait faire une émission sur l'ambivalence parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent et qui est pourtant essentiel parce qu'on est tous dans l'ambivalence. Oui, mais si je déteste mon parent, je risque de le perdre. Je risque de me le mettre à dos. Je dois l'aimer. Mais même dans et pour pouvoir l'aimer, encore faut-il que ce soit moi le coupable. Sinon, mon parent n'est pas aimable. Même dans une relation de couple qui va plutôt bien, il y a des moments où on déteste un peu. Enfin, on n'est pas parfait. Hein. Non. On n'est pas des bons chrétiens. Donc forcément, l'ambivalence, elle fait partie de la nature humaine. Mais bon, c'est pas l'émission du jour. Je pense que les bons chrétiens sont beaucoup des gens clivés. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait aimer son ennemi. On en parlera vendredi, de la religion et de la spiritualité. Je garde mes arguments pour la fin de la semaine. Non, mais on va revenir tout de suite sur ce que je viens de dire à l'instant. Il y a des accidents de la vie, on en connaît tous, et on en connaîtra pratiquement tous. C'est très rare de passer sa vie sans vraiment un grand Bien drame. sûr, même plusieurs. Et pourtant, on ne réagit pas tous pareil. Il y a des gens que ça renforce, et puis il y a des gens que ça anéantit. Comment vous expliquez ça ? Écoutez, une épreuve de la vie réveille des mécanismes de défense, c'est-à-dire des moyens que nous avons mis en place quand nous étions gamins, peut-être même au moment de la naissance, qui se réactivent. Et je crois qu'en chinois, alors je n'écris pas le chinois, donc je crois à la personne qui me l'a dit sur parole, le kanji qui dit crise peut se lire de la même façon, chance ou danger. Absolument, c'est exact. Donc, à mon sens, une crise c'est une chance à condition qu'on sache s'en apercevoir et traverser la difficulté. C'est l'histoire que je raconte parfois de quelqu'un qui, c'était juste avant la guerre, qui a un jeune cheval qui vient d'arriver comme ça par hasard, et c'est plutôt une chance, et puis son fils monte le jeune cheval, et puis son fils se casse bien, et donc ne peut pas partir à la guerre. Donc c'était une chance. Et donc c'était finalement une chance malgré l'accident de ce jeune homme. Et on pourrait raconter des tas d'histoires comme ça. Sûr. Alors, donc c'est toujours une chance, une crise est toujours une chance. Moi j'ai foi dans la vie. Oui, moi aussi je suis d'accord avec vous. Et puis moi je suis quelqu'un de fondamentalement positif. Oui. Néanmoins, quand ça nous arrive, il nous faut un petit peu de temps avant de trouver ça positif. Sur le moment, c'est insupportable, attention. Il s'agit de traverser une crise, c'est un moment très très difficile à vivre. Mais ça n'en reste pas moins une chance. On le comprend parfois quand on l'a dépassé et qu'on fait marche arrière et qu'on regarde, non pas marche arrière, mais quand on regarde derrière, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu'on y a gagné. C'est-à-dire que souvent, on va être obligé de réfléchir à sa vie, où on en est, à ce qui nous est arrivé, et peut-être on va changer des choses, et on va prendre une direction qui conviendra certainement mieux à ce qu'on est profondément. Bien sûr. Ça vous va comme... Bien sûr. Ah oui, très bien. Mais ça, c'est pas toujours vivre facile. Sensoriellement la crise. Parce que nous avons des traumas où nous étions tout petits qui se sont marqués dans notre corps, mais dont on n'a pas souvenir. On ne peut pas donc les travailler en psychanalyse, mais on peut les retravailler sensoriellement. Chouette, une crise, je vais pouvoir bosser sur moi, et si j'arrive à faire ce travail, j'en ressors grandi. Alors, je suis d'accord avec vous, et pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, il faut ressentir vraiment si ça nous met en colère, si on trouve que c'est injuste, si on a l'impression qu'on a été trahi, qu'est-ce que ça parce que ça parle de nous, et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Comment je le vis sensoriellement? Oui, mais bien sûr. Parce que quelquefois, la colère, c'est aussi le refus de ce qui se produit. Oui, mais c'est quand même une émotion. Et donc c'est un ressenti. Une émotion, oui. Donc c'est un ressenti. Parce que si je ferme les yeux, qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai appris la mauvaise nouvelle, si c'était une nouvelle? Et là, je vais sentir mon estomac qui se contracte, ma gorge qui se resserre, mon cœur qui s'accélère. Là, c'est plutôt de la peur. C'est généralement de la peur. Hein. Oui, absolument. Mais la plupart du temps, de toute façon, c'est de la peur. Oui, de la peur, de la honte, du dégoût, de la lâcheté. Ça peut être de la lâcheté. J'ai vu mes parents se frapper l'un l'autre. Je trouve ça inadmissible. J'aurais dû défendre ma mère. J'ai pas osé. J'avais 2 ans. Alors je me suis senti lâche. Vous voyez ? Et je vous avais déjà donné cet exemple dans une émission précédente. Et toute ma vie, je rencontrais des scènes de violence. Et à chaque fois, je prouvais courage
et absence de peur. Alors qu'en réalité, non, ce que je dois vivre, c'est ma peur d'enfant et ma lâcheté. C'est ça qui s'est inscrit dans mon organisme. Eh bien, on va voir au cas par cas et on D'accord, va essayer avec plaisir. d'expliquer à tous ceux qui nous appellent, qui ont envie justement d'échanger avec nous cet accident de la vie. Et c'est Bruno, dans un instant, qui nous parlera de ce divorce très difficile, qui pourra profiter de vos lumières, Jean-Charles Bien Bouchou. volontiers. À tout de suite. La Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychothérapeute, et nous évoquons les accidents de la vie qui sont parfois terriblement violents. Et Bruno est avec nous pour parler d'un divorce très difficile. C'est bien ça, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Jean-Charles. Bonjour Bruno. Et oui, un divorce qui était, je pense que c'est compliqué pour beaucoup de personnes, mais moi aussi lorsque ça m'est arrivé, ça faisait 20 ans de mariage, 25 ans de vie commune et mon ex-épouse a demandé le divorce et j'étais complètement contre. Et Mais donc, vous vous attendiez à ça ou pas du tout? Parce que le moment, enfin ce qui est parfois encore plus difficile, c'est quand on n'est absolument pas préparé. On va dire que, comme vous le dites souvent, Brigitte, on ne choisit pas ses partenaires par hasard. Et en fait, on avait quand même, depuis l'initialisation de la relation, je dirais quelque chose qui ne tournait pas rond, qui faisait qu'on avait une forte attraction l'un pour l'autre, qui faisait qu'on avait pu faire beaucoup de choses ensemble, mais qui initialement déjà portait en lui les germes de quelque chose qui n'allait pas être serein et porteur de quelque chose de positif. En gros, pour résumer, et mettre dans une case, c'était un peu une relation sauveur-bourreau. Et donc, on s'alimentait autant par des choses de proximité. Donc, attendez, sauveur, c'était vous le sauveur? Oui. Donc c'était une sauveur-victime et elle s'est transformée en bourreau au fil du temps. Non, pas vraiment. Enfin, donc dès le départ, elle s'est transformée en bourreau et vous êtes resté tout de suite. Voilà, c'est en fait il y avait quelque chose qui fonctionnait puisque j'avais l'impression de pouvoir la sauver par petits bouts. C'était jamais réel et puis ça recommençait la fois suivante. Donc, non mais ce qui est intéressant, c'est qu'en règle générale, quand on est sauveur, on est face à une victime et puis on a l'impression qu'on la tient, qu'on l'aide, etc. Tandis que être sauveur et très vite avoir en face de soi un bourreau, c'est quand même déjà, ça signifie déjà beaucoup de choses. Oui, et puis on peut se mettre à la place de la personne qui est sauvée. Imagine quelqu'un vous a totalement sauvé. Vous imaginez la dette que vous auriez envers lui? Vous ne pourriez même plus sortir de la relation. On est d'accord. Ouais. Et puis surtout, quelque part, ce que j'ai bien compris maintenant, en tous les cas, c'est que on peut aider, on peut accompagner, mais on peut surtout pas sauver. Et ça change tout, en fait, de ne pas être dans cette toute puissance. Et quelque part, c'est même un drapeau rouge. Si dans une relation, je commence à de nouveau à avoir ce rôle de sauveur, qui est quelque chose d'assez naturel chez moi, je m'en prémunis quand même beaucoup, puisque... revenons sur l'événement douloureux. Donc elle vous annonce le divorce, donc quelque part elle vous avait déjà mené la vie un peu difficile, je suppose. Exactement, ouais, c'était ça. Et donc j'étais même arrivé en disant un jour, écoute, c'est pas possible de me parler aussi mal, aussi régulièrement. J'étais un peu fatigué, je dis écoute, franchement, comment... Mais ce que je comprends pas par rapport au thème du jour, Bruno, c'est que elle vous dit je veux divorcer, vous aviez plutôt envie de dire youpi, non? Eh ben non. Eh non. Et non. Et c'est ça qui a été compliqué. Donc je suis passé par 3 phases où j'ai eu 3 interlocuteurs qui m'ont beaucoup aidé dans la démarche. Donc j'ai pas la solution et je ne peux que partager mon expérience avec vous et les auditeurs. La première expérience, c'était, j'en ai parlé tout de suite à mon meilleur ami en disant que j'étais dépassé. Je sentais bien que c'était irrémédiable. Enfin, j'étais pas dans une négociation pour me dire comment je peux récupérer le coup, etc. C'était assez vite pour moi, assez sûr que ça allait se passer comme ça. Et donc quand je disais qu'en gros, ce qui me pesait le plus d'ailleurs, c'était que nous avions 2 enfants et que même s'ils étaient grands, qu'ils avaient 16 et 14 ans, ça me faisait très mal de leur infliger ça. Eh bien, lui, il a eu une réaction en me disant, mais Patrick, Bruno, là, si tu aujourd'hui tu es triste et si tu penses à tes enfants, tu vas surtout leur montrer à tes 2 garçons comment tu vas faire face à la situation. Et si tu te projettes beaucoup en souffrant pour eux, en disant mon Dieu, qu'est-ce que je leur inflige, dis-toi que finalement c'est une dernière peut-être grande expérience que tu vas leur montrer.
non pas que tu ne souffres pas, mais comment tu vas affronter la situation. Donc déjà, il m'a remis sur des rails sur comment je devais m'orienter. La deuxième phase, et ça c'est fait assez rapidement, mon fils cadet, j'en parle avec lui dans la voiture, il me dit maman on va parler, papa, alors là on commence à vraiment parler, donc là je m'effondre un peu, il voit que je suis très triste, et alors il a des mots assez rassurants, évidemment c'est une inversion de rôle, il a 14 ans, mais c'est lui qui me fait part quelque part d'une sorte de normalité, en me disant mais peut-être tous mes copains sont élevés avec des parents divorcés, en gros c'est pas si exceptionnel que ça, et il enchaîne assez rapidement en concluant sa tirade par mais tu sais papa, c'est pas comme si tu avais 65 ans, tu as 45 ans, donc tu as encore la vie devant toi. Et ce petit bout qui était encore dans les bras quelques années plus tôt, là, il avait pris une envergure par ses mots qui me libéraient vraiment complètement et qui en tout cas m'ont beaucoup touché par la perspective qu'il donnait déjà à la chose, en disant regarde vers l'avenir papa, et quelque part en me disant même d'ailleurs papa c'est bien, tu seras toujours là, mais t'es plus avec des bébés et ta vie elle est aussi en dehors de nous, donc ça m'a beaucoup il m'a libéré quelque part de quelque chose qui était aussi pesant pour moi. Et enfin, j'ai eu quelques entretiens avec des psys, une psy en particulier à ce moment-là, chose que j'avais jamais fait avant. Et je me souviens très bien d'une séance, c'était la deuxième ou troisième séance, où je racontais un événement qui venait de se produire, de la relation toxique que nous avions avec mon ex-compagne, dans quelque part il y avait quelque chose d'assez horrible qu'elle avait fait, ou d'une situation où elle n'était pas du tout à son avantage, et alors que souvent on a l'image des psys quand on n'y va pas, qu'ils vont être assez impassibles et simplement reformulés, et bien j'ai vu sur son visage quelque part que en effet c'était choquant ce qui se passait, réellement choquant, et donc que c'était pas normal, et donc comme c'était pas normal, quelque part là aussi ça m'a entre guillemets libéré de devoir dire j'étais dans le cycle, bon on va se séparer mais on sera toujours là l'un pour l'autre, on a quand même des enfants en commun, on va continuer à se parler, alors qu'en fait c'était que poursuivre quelque chose de toxique qui aurait été je vais exagérer beaucoup sur un point, moi j'arriverai pour arranger le truc et puis trouver la formulation qui va apaiser tout le monde, et mais qui finalement n'est qu'un cycle infernal et qui fait que la fois suivante... Oui, donc c'est ce troisième point qui vous a fait comprendre que de toute façon la relation n'était pas bonne pour vous. Et alors qu'est-ce que vous en avez retiré de ce moment Qu'est-ce que vous en avez tiré de positif pour vous ? Alors, sur le moment, rien, parce que je supporte pas la douleur, je supporte pas d'être mal, et j'aime bien quand les choses sont fluides. Donc là, c'était totalement à l'inverse de ce que je recherche. Je m'arrange toujours pour être dans des situations, entre guillemets, confortables. Et donc là, j'ai vécu quelque chose de très inconfortable, et qui était presque d'ailleurs le plus inconfortable que le plus vite, puisque j'y trouvais aucun sens. Donc, ce que j'en ai retenu, c'est qu'on peut se relever de beaucoup de choses, et il y a toujours un futur possible, et que par contre, faut quand ça tape dur et que c'est compliqué, on va avoir en effet souffrir. Et puis il faut l'accepter, et que demain il y a un horizon qui peut se lever si on prend des décisions un peu différentes. Mais voilà. Et en tout cas que la douleur, faut pas forcément toujours faire en sorte de l'éviter. En tout cas, vous voyez, votre témoignage montre quand même que vous n'avez pas eu tellement envie de vous remettre en question vous avez, parce que ça fait vraiment souffrir. Et finalement, vous préférez souffrir, j'ai envie de dire, à petit feu, plutôt que d'ouvrir votre psychisme et de voir vraiment quels sont les... Enfin, quels sont... Il y a un refus de la réalité. Vous êtes d'accord, Jean-Charles Bouchou, hein, c'est un peu dur ce que je vous dis, parce que Bruno, ce que vous dit votre copain, mais c'est important pour les autres. Juste. Ce que vous dit votre copain, c'est très juste. Si vous montrez à vos enfants qu'après avoir vécu une épreuve, on peut se relever et continuer d'avancer, c'est un beau cadeau que vous leur faites. Garder le sourire, c'est un gentil cadeau. Mais on a le droit de pleurer, on a le droit de souffrir, on a le droit de montrer à ses enfants qu'on est faillible. Et même ça, à la limite, ça leur fera pas de mal. Le mieux étant, enfin là ils sont grands, s'ils sont plus petits, de poser des mots du style « tu vois, je suis triste, ça va passer, tu n'en es pas responsable ». Parce que les enfants culpabilisent très rapidement, tu n'en es pas responsable. Mais on a le droit d'être faillible. Après, ce que vous allez chercher dans votre entourage, c'est une rassurance. C'est-à-dire que cette psychologue, parce qu'elle vous entend et qu'elle vous approuve, ça vous rassure. Moi,
je crois qu'à la fin, on n'a même plus besoin d'être approuvé par les autres. Quelqu'un vous a fait du mal, ça vous a fait souffrir, point final. Que l'entourage approuve ou n'approuve pas, qu'est-ce que ça va changer dans votre douleur? Et puis ensuite, il y a une autre chose dans l'épreuve, c'est que nous avons quelque chose à vivre qui est souvent un trauma infantile. Donc ne passons pas à côté au profit de, je sais pas moi, d'évitement de la souffrance. La souffrance, c'est bien de rentrer dedans et d'y rentrer, on en parlait hors antenne, sensoriellement. C'est-à-dire que si vous pouviez rencontrer une 4e personne, j'espère que ce serait un thérapeute qui vous dirait, ok, rappelez-vous ce qui s'est passé, fermez les yeux, revivez la scène, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Le cœur qui s'accélère, l'estomac se contracte, vivez-le pleinement parce que ça sont des traumas très archaïques. Et c'est ça que l'épreuve nous demande de revivre. Oui. Ouais. Mais pour revenir sur je ne cherchais pas à être approuvé ou à me faire apitoyer ou qu'on soit de mon côté. Et ce qui a été intéressant chez mon ami, chez mon fils et chez ma psy à l'époque, ça n'a pas été tellement d'approuver ma démarche et de m'envoyer un miroir d'une réalité que je ne voyais pas forcément, ou que je refusais de voir, ou que pas forcément bien. Et donc quand elle me dit, ou quand elle me montre que la situation que j'expose, elle est inadmissible, et que c'est même pas un mot, elle n'a même pas besoin de juger, mais je vois dans son regard, vraiment. Oui, mais ce que j'aurais aimé, vous voyez, ce que j'aurais aimé que vous ajoutiez, Bruno, et c'est pour ça que je me suis permise de dire que vous avez un petit peu évacué les choses, vous auriez dû à ce moment-là vous poser la question de qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette partenaire et que vous êtes resté plus de 25 ans avec. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu besoin de vivre cet effondrement aussi? Parce que c'était ça. Ce qui est intéressant, on peut citer le mécanisme de défense qu'emploie Bruno, c'est le clivage. C'est-à-dire que les tout petits enfants, ils sont obligés d'aimer leurs parents. Ils ne peuvent pas les détester. Donc, ils vont porter vers eux de l'amour. Et c'est pour ça qu'ils culpabilisent. C'est-à-dire, si vous êtes méchant avec un enfant, il va dire « Ah, c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal ». Donc, il continue. C'est-à-dire, c'est l'incapacité, nous en parlions là encore aux antennes, de l'ambivalence. C'est-à-dire, à la fois on en a parlé en début d'émission. On en a parlé en début d'émission. À la fois, j'aime mon parent, à la fois, je n'aime pas mon parent. À la fois, il est bon, suffisamment bon, ou pas d'ailleurs. À la fois, il peut être mauvais. Vous voyez ? Et c'est pareil avec son compagnon ou sa compagne. Et c'est ça qui est intéressant pour vous, me semble-t-il, à travailler, c'est comment vous pouviez continuer à ne pas vous rendre compte de que cette femme était mauvaise pour vous. Parce que dans la structure, c'est impossible. Voyez, parce que c'est des réactions que nous avons mis en place tout petit. Vous voyez, donc c'est ça parle de vous, évidemment, enfin de votre enfance, évidemment. Vous comprenez ? Oui, et si vous aviez 7 minutes de plus, je pourrais vous l'expliquer. Parce qu'en effet, il y a cette partie-là où, finalement, je pense que j'avais un syndrome où je ne me sentais pas légitime ou fondamentalement aimable. Oui. Et ça a changé aujourd'hui parce que je suis beaucoup plus sûr de ça fondamentalement. Voilà les bénéfices de l'épreuve. Ben voilà. On les cherchait. On les a. Voilà les les bénéfices de l'épreuve. C'est magnifique. J'en suis très heureux pour vous. Vous êtes sorti certainement, bon, c'est un peu rapide là, la radio, certainement d'une blessure de rejet qui vous habitait avant même que vous rencontriez votre épouse. Et oui, exactement. Enfin, en tout cas, sur la légitimité, c'est certain. Oui. Le rejet, ça pourrait être ça, mais alors que c'est pas ça. J'ai toujours pas trouvé la cause réelle. Et j'ai pas elle vous rejette quand même. Elle vous rejette quand même en divorçant, alors que vous faisiez tout malgré sa mauvaise personne. Les blessures fondamentales de l'âme, elles se jouent avant même la naissance. Oui, donc avant la naissance, on peut avoir eu par exemple un jumeau qui n'a pas survécu et on est malheureux. Et parce que vous dites soit je l'aime pas à cause de ce qu'elle m'a fait, soit j'essaye de la sauver. On n'entend pas vraiment parler d'amour. Hein. C'est soit vous êtes un sauveur, soit vous êtes une victime. Oui, tout à fait. Et par rapport à l'avant, vous avez raison, une des explications que j'ai eues dans ma mythologie familiale, c'est que mon père n'a jamais connu son père et qu'il était un peu abandonné par sa maman. Donc c'est la seule chose que j'ai retrouvée en disant tiens, c'est sûr qu'une légitimité à travers de là, ça laisse une blessure potentielle transgénérationnelle. Bien sûr. En tout cas, merci Bruno de votre témoignage. On continue dans un instant avec le Love Conseil. Quand est-ce qu'on peut s'engager? La loi des 4 saisons. On va jouer également avec Lélo aujourd'hui. Et c'est Sarah qui va réagir, qui est aussi en couple, mais c'est compliqué. Et elle nous dira pourquoi dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil.
Eh bien, Jean-Charles Bouchou, on va parler de l'engagement et de cette loi des 4 saisons. Vous vous êtes rencontrés, vous avez envie de vivre ensemble, peut-être même tout de suite de vous marier, vous avez rencontré la femme ou l'homme de votre vie. Eh bien, il faut respecter cette loi des 4 saisons dont je vous parle dans un instant. Je m'explique. L'attirance première, elle est souvent très sexuelle et le sexe, on le sait, ne suffit pas à faire durer une histoire d'amour. Il est donc préférable de laisser passer un peu de temps pour être sûr que vous avez vraiment des points communs autres que sous la couette. Et ça, on s'en rend compte en général au bout de, on va dire, 1 an, c'est le laps de temps minimum, et c'est en effet le temps des 4 saisons. Les 4 saisons, ça dure 1 an. Alors on peut aussi comprendre le symbole des 4 saisons avec le printemps, c'est la sève qui symbolise notre libido qui est en train de grandir, de pousser, etc. Ensuite il y a l'été, c'est le soleil qui brille, et on voit forcément l'autre très brillant avec ce qu'il a en tout cas de plus rayonnant. Ensuite il y a l'automne, et là c'est les premières petites désillusions, il y a quelques feuilles qui tombent. C'est aussi des récoltes, c'est le temps des récoltes. L'automne, non, ça y est, c'est fini l'automne. On voit que vous ne vivez pas trop en pleine campagne. Et ensuite, il y a l'hiver, et cette saison symbolise la vraie première épreuve de la relation. Et si vous avez passé ces 4 saisons et que vous êtes encore dans la relation et que la relation vous plaît et vous va bien, eh bien, elle a toutes les chances de durer. Donc il faut attendre 1 an. Il faut attendre les 4 saisons. C'est les 4 saisons, ouais. Les 4 saisons, ça peut aller vite. Ça peut être en 4 semaines. Ça peut aller vite. Non, en 4 semaines, vous rigolez. Rassurez-moi. Vous rigolez. La passion qui au bout de 4 semaines, elle est encore. Qu'est-ce qu'il vaut mieux rencontrer des gens au printemps ou en hiver? Si ça a fonctionné en hiver, ça sera encore mieux au printemps. Mais ça veut rien dire là, on parle des saisons du cœur, et ça c'est tout à fait autre chose. Bon, en tout cas, aujourd'hui encore, j'ai le plaisir de vous offrir ce matelas relaxant de la marque Lelo. Enfin, c'est Sud Radio plus exactement. C'est assez sympa, parce que ça stimule la circulation sanguine et ça soulage les tensions musculaires, donc avec un peu de chaleur, c'est bien agréable. En tout cas, ça peut vous déstresser et pour vous retrouver après sur un autre matelas. En tout cas, si vous voulez gagner ce matelas relaxant Lelo, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Donc bonne chance à tous. Sarah est avec nous maintenant. Bonjour Sarah, merci de prendre la parole. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Jean-Charles. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc moi je vous appelle parce que je suis en couple depuis 11 ans avec mon chéri qui est en dépression depuis... Oui. Depuis peut-être 2 ans. 2 ans, oui. Peut-être même plus, parce qu'il n'a jamais vraiment été heureux. Et vous voulez dire que quand vous le rencontrez, c'est déjà quelqu'un qui est un peu déprimé? Non, il était bien, mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années. Et là, donc voilà, ça fait vraiment 2 ans que son état se dégrade. Et il y a quelques jours, il m'a demandé de quitter la maison. En fait, j'habite chez lui, donc il m'a demandé de partir. On se sépare. C'est pas la première fois qu'il me dit ça. Donc ça fait 11 ans en février qu'on est ensemble, et la première fois qu'il m'a dit, c'était le lendemain de nos 2 ans. Le soir, j'avais préparé un petit repas en amoureux, et le lendemain, en rentrant du travail, sans aucune raison. Quand vous étiez ensemble depuis 2 ans, c'est bien ça? Oui, quand on était ensemble depuis 2 ans, j'ai fait un petit repas pour fêter nos 2 ans, et le lendemain, en rentrant du travail, il m'a dit qu'on voulait qu'on arrête. Sans aucune raison. Sarah, on entend votre mal-être et on comprend tout à fait. Et ce que je peux déjà vous dire, et je pense que c'est important que vous l'entendiez, les personnes qui ont un fond comme ça, très, très déprimé, on ne va pas parler forcément de dépression quand c'était il y a 9 ans, c'est souvent des gens qui ne veulent pas le bonheur et qui sont capables, en effet, de quitter quelqu'un qui pourtant est quelqu'un de positif pour eux et quelqu'un qu'ils aiment même parfois. Donc, ce que faut que vous compreniez vraiment, c'est qu'à la limite, c'est peut-être même pas contre vous quand ils vous demandent de partir. Oui, mais malgré tout, Brigitte Lahaye, excusez-moi Sarah, que ce soit contre vous ou que ce soit pas contre vous, ça reste sadique quand même. Je vous fais du mal. Je vous fais du mal une première fois au bout de 2 ans. Je pourrais m'être rendu compte que je me suis trompé et m'en excuser. Je vous refais du mal un petit peu plus tard et ça recommence aujourd'hui. Donc on a affaire à quelqu'un qui n'est pas bienveillant. C'est pas votre ami, Sarah, en fin de compte.
Est-ce que vous êtes heureuse, Sarah? Depuis 2 ans, je suis heureuse quand ça va et je suis triste. Je suis malheureuse quand ça va pas. Vous pouvez pas l'aider. Alors médicalement, il faut qu'il soit aidé, ça c'est sûr, parce que c'est une maladie, la dépression. Mais vous n'y êtes pour rien et vous ne pouvez rien faire. Oui, moi ça j'ai accepté de plus pouvoir l'aider et je m'occupe de moi, je fais plein de choses pour moi, je lâche pas mal de choses. Est-ce que ça vous met en difficulté financièrement d'être obligé de partir? Non, je sais très bien que je m'en sortirai toute seule et que vous en sortirez mieux même. Peut-être, mais donc qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Dites-nous ce que vous ressentez justement, puisque c'est un peu notre sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez? Déjà, j'ai l'impression de vraiment perdre quelqu'un de vraiment merveilleux en fait. Quand ça se passe bien, pour moi, j'ai l'impression que c'est l'homme de ma vie, quoi. Quand ça se passe bien. C'est l'homme de votre vie à mi-temps. Oui. Et à mi-temps, c'est votre bourreau. Il y a un phénomène, vous savez, dans notre cerveau, Sarah, et on le voit bien dans les phénomènes, dans les moments avec les personnes qui sont dans l'addiction. Le cerveau a toujours envie de revenir au bon moment, et il y a une sorte de nostalgie répétitive qui nous fait toujours oublier les moments qui sont pas bons. Et donc votre cerveau, il vous joue un tour parce qu'il vous laisse croire que à 90% vous êtes heureuse, alors qu'en fait vous êtes heureuse, je suis même pas sûre que ce soit à 50% de votre temps. Oui, puis ça dépend de la volonté d'un tiers. Vous êtes quand même prise en otage dans sa dépression. Comment est-ce qu'il peut vous jeter un jour et le lendemain être l'homme idéal? Après, il s'est déjà excusé d'être comme ça. Des fois, il revient vers moi et il t'excuse. Il me dit qu'il le fait pas exprès, qu'il est pas bien, qu'il sait pas quoi faire. Mais qu'il aille voir un thérapeute. Est-ce qu'il va voir un thérapeute? Il est déjà allé quand il était petit parce qu'il a eu pas mal de soucis à l'école. Visiblement, il serait temps qu'il y retourne. Hein. Il a des mauvais souvenirs par rapport à ça. Non, oui, mais Sarah, vous n'êtes pas son punching ball. Ça d'abord, et puis ensuite, Sarah, c'est vous le sujet, quoi. Et vous, est-ce que vous iriez voir un thérapeute? Moi, j'ai vu souvent quelqu'un, et là, je vois quelqu'un aussi depuis 6 mois. D'accord. Vous avez quel âge, Sarah? 34 ans. Vous êtes jeune, vous avez toute la vie pour rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous mérite. Là, vous êtes dans une situation. Je me demande si quand vous l'avez rencontré, vous n'aviez pas un peu justement ce fameux syndrome de sauveur, encore une fois, et puis vous avez eu l'impression justement, parce que comme il était très gentil, etc., qu'au moins il ne vous abandonnerait pas. Mais la preuve que ça ne marche pas, puisque là, il vous dit de partir. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bien, il y a un thème qui se dessine en plus du thème que vous avez choisi, c'est l'ambivalence. C'est l'ambivalence. Sarah, encore quelqu'un de clivé, c'est où je t'aime, où je te hais. Mais on ne peut pas arriver à entendre que ce garçon n'est pas bon pour vous, il vous agresse, c'est pas votre ami. Après, il peut y avoir des moments sympas. Mais c'est toujours la même personne. C'est pas un jour, je suis avec mon amoureux, et le jour d'après, je suis avec mon bourreau. C'est toujours le même. Il est bon et mauvais. C'est comme ça, c'est ça qu'il faut arriver à entendre. C'est ça l'ambivalence. Et à un moment donné, si vous voulez rester avec lui, il faut choisir d'accepter d'être maltraité. Et si vous voulez plus être maltraité, eh bien, vous devez partir et prendre soin de vous. Si vous rencontrez le Dr Jekyll, vous êtes obligé d'épouser Mr Hyde. Et si vous voulez vous débarrasser de Mr Hyde, vous êtes obligé de perdre le Dr Jekyll. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Sarah, franchement, je sais que c'est difficile et je l'entends, votre souffrance. Mais il vaut mieux, je vous assure, c'est un petit peu quand on a, vous savez, un peu un abcès qui s'est beaucoup infecté. Il vaut mieux prendre le cutter, ouvrir l'abcès, enlever tout le pus, partir, et puis ça va se refermer proprement. Vous comprenez ? Là, vous allez souffrir à petit feu encore je ne sais combien de temps. Soyez un tout petit peu courageuse. Je dis courageuse parce qu'en effet, votre cœur va souffrir. J'aime bien rappeler que le courage et le mot cœur, c'est la même origine. Et puis, vous allez vraiment souffrir. Il va même certainement essayer de vous retrouver à un moment ou à un autre. Il faudra pas céder. Et puis, dans quelques temps, vous aurez
fermer un peu la cicatrice et vous serez prête à rencontrer quelqu'un qui sera pas Dr Jekyll et Mr Hyde, qui sera juste Dr Jekyll et qui vous réparera. Et pour revenir sur notre sujet, si la vie vous pousse à vivre ça, c'est que vous avez une crise à vivre, il faut la vivre idéalement sensoriellement, et vous en ressortirez grandi. C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre maintenant, mais ça, ce que je vais dire là, vous n'allez pas l'accepter, mais peut-être que dans un an, vous y repenserez, vous direz, oui, effectivement, c'est une chance. C'est une chance pour vous de vivre votre trauma, et c'est une chance pour vous de vous reconstruire là où vous avez envie de vous reconstruire en mieux. Enfin, oui, soulagé en tout cas. Soulagé des traumas que vous aurez vécu. Alors, je vais donner une formule qui me vient de m'arriver grâce à vous, Sarah, et je la trouve très très juste. Dans une rupture, soit la personne qui nous quitte, c'est une mauvaise personne et donc il faut dire youpi, je suis débarrassé. Soit il nous quitte ou on le quitte parce que de toute façon la relation a fait son temps et donc il était temps de s'arrêter. C'est très très rare quand l'un des deux décide de partir, il faut essayer de retenir la relation. C'est qu'un jour il la quitte, un jour il la reprend. Mais oui. Voilà, c'est ça. C'est du sadisme. Hein. Excusez-moi Sarah, je parle fort, mais c'est du sadisme. J'arrive pas en fait à partir comme ça et j'ai l'impression il faut que vous alliez travailler en vous-même. Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Avec quoi ça fait écho? Avec quoi ça fait écho? Qui est-ce que vous vouliez pas abandonner petite? Est-ce que c'est la peur d'être seule? Est-ce que c'est la peur de... Non, c'est pas la peur d'être seule parce que j'aime beaucoup être seule et on a besoin de... Alors est-ce que c'est parce que vous vous en voudriez de l'abandonner et à ce moment-là... Oui, c'est ça. Et ben donc parce que j'ai l'impression que... Oui. Enfin, je sais quand même qu'il m'aime quoi et qu'il le fait pas exprès, qu'il est pas C'est bien. vous le sujet de la relation. On s'en fout qu'il vous aime ou qu'il vous aime pas. Et d'ailleurs, il a une façon de vous aimer qui laisse... à désirer quand même. Non, mais à ce moment-là, il faut que vous arriviez à trouver à quoi ça vous renvoie cette... Je pense que ça me renvoie à mon père qui a été très malheureux. Je fais souvent rencontrer entre lui et mon père et qui a toujours été malheureux. Très bien, ben ça c'est une vraie piste. Ça veut dire papa. Voilà, c'est que la petite fille qui est en vous, elle n'a pas pu sauver papa et vous voulez réparer la petite fille qui est en vous en essayant de sauver cet homme. Mais la petite fille qui est en vous, il faut la réparer autrement. Oui, c'est-à-dire que la petite fille qui est en vous, il faut qu'elle comprenne qu'elle ne pouvait rien faire. Elle n'était pas lâche, elle était impuissante. Et qu'à vouloir sauver papa, on perd son temps. Il se débrouille, papa. Et s'il n'en est pas capable, il va voir un thérapeute. Il va se faire aider. C'est pas une petite fille... Sinon, la petite fille, elle est parentifiée, quoi. C'est-à-dire rendue parent. Comprenez? Parent de son parent. Allez travailler ça avec quelqu'un et ça va vous permettre de vous libérer. Merci Sarah. On fait une petite pause et c'est Véronique qu'on retrouve dans un instant et qui doit prendre aussi une décision difficile, mais avec Jean-Charles Bouchou qui vous bouscule, vous allez pouvoir y arriver. Vous voulez parler à 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous. Comment se relever après un trauma? Pour l'instant, c'est surtout après une séparation, mais c'est vrai que ça fait très très mal et pour certaines personnes, c'est même tout à fait insupportable puisque on sait que c'est une des causes de suicide, la séparation. Ah, c'est un traumatisme, une séparation. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles à vivre en cette vie. Enfin, il m'a semblé, personnellement. Moi, je pense que le deuil, la perte de c'est un peu pareil. Hein. C'est pas tout à fait pareil, quand même. C'est pas tout à fait pareil. Personne n'est mort. Mais c'est quand même le... Enfin, moi, je préfère qu'on me quitte que la personne meure. Quand une famille s'arrête, quand on est obligé de vendre la maison, quand les enfants s'éloignent, c'est beaucoup. Oui, c'est un trauma. Et puis, il faut du temps pour retrouver ses marques. Il faut du temps. Bonjour, Véronique. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Véronique. Merci de me prendre en ligne. J'ai malheureusement que 26% de batterie sur mon téléphone, je viens de m'en rendre compte, j'espère avoir le temps. Ça devrait aller bien. Oui. Allez-y. Alors, par où commencer? Donc, ça fait 13 ans que je suis en couple. Où dès le départ, cette personne me fait croire que j'étais la femme de sa vie, que j'étais celle dont il rêvait, autant physiquement que mentalement. Quand je l'ai rencontré, j'étais en phase déjà de rupture. Lui venait juste de divorcer. Et du coup, une relation s'est installée progressivement. En sachant que pendant ces 13 ans, il y a eu plusieurs séparations parce que je m'étais aperçue de pas mal de mensonges.
Et dès le début de la relation, il faut savoir qu'on m'a mis en garde contre cette personne en me disant qu'elle n'était pas très très clean. C'était quelqu'un qui était dans la muscu, qui se disait bio et en fait il était pas du tout bio. Et au fur et à mesure du temps, donc du coup, malgré les séparations, je suis revenue parce qu'il me disait qu'il avait compris que pour moi il allait changer. Et lors de la dernière séparation et du retour ensemble, il y a 4 ans, lors d'un déménagement pour donc prendre un appartement ensemble, parce que jusqu'à il y a 4 ans, il vivait chez moi. Donc nous avons décidé de prendre un appartement ensemble. Donc pour lui, c'était me montrer qu'il était prêt à franchir le pas et à me montrer son sérieux. J'ai découvert en fait sa nationalité, puisque c'est quelqu'un qui me ment depuis 13 ans sur... j'ai l'impression d'être avec un imposteur en fait. Et aujourd'hui, il se trouve très malade. Et il est vraiment malade. Vous avez la preuve là, par contre, ah bah oui, puisqu'il est hospitalisé depuis. D'accord. Non, mais voilà. quand on a des gens qui font croire. Oui, non, il est malade. Et non, malheureusement, quand je dis malade physiquement. Oui, mais je précise parce que c'est déjà. Oui, parce que ça peut être, oui, bien sûr. On peut raconter qu'on a un cancer, puis en fait, c'est pas vrai. Je sais. Oui, effectivement. Sauf que là, du coup, voilà, il est vraiment malade et il en est arrivé à un moment où on me considère comme l'aidante, chose que je refuse aujourd'hui puisque ça m'enferme. Et c'est vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, j'en suis convaincue. Quels sont vos liens ? Vous êtes pacsé, marié Du tout. Donc vous avez aucun lien, si ce n'est qu'il habite. Lien. Vous avez peut-être le même domicile. Si ce n'est qu'il habite chez elle, si j'ai bien compris. Non, ils ont pris un appartement. Maintenant, on a pris un appartement. Le logement est à nous deux noms. Ce qui m'embête le plus et ce qui me rend. Non, mais sur le plan de la loi, en tant que vous n'avez rien. Je suis chez moi. Oui. Et vous n'avez rien qui vous impose d'être aidant. Alors il considère que, étant donné que je suis avec lui dans l'appartement, je suis considérée comme étant là. Et c'est chose que je ne veux plus être aujourd'hui, je ne veux plus être là. Alors renseignez-vous quand même auprès de quelqu'un de compétent, parce que moi je ne connais pas malheureusement, je sais qu'on devrait connaître toute la loi, mais bon. Mais à mon avis, vous n'avez rien qui vous oblige à être aidant. Et si il y a quelque chose quand même qui vous oblige, je pense qu'il y a une démarche à faire assez rapidement pour justement vous en libérer. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose à faire. C'est très concret ce que je vous dis, mais c'est important. Parce que si vous parce que là, je comprends bien que vous avez envie de rompre. Et oui, parce que si vous voulez, c'est pas la maladie qui me fait rompre, c'est le personnage que j'ai découvert et que je découvre encore aujourd'hui, parce que de son lit d'hôpital, il essaye encore de me manipuler pour que je reste en me disant tu sais que tu es importante pour moi, bien sûr, ton petit-fils, je suis le grand-père par procuration, alors qu'avant la naissance de mon petit-fils, lui-même disait j'autoriserai qu'il m'appelle papy. Et le jour de sa naissance, bien quelques jours avant, il m'a dit écoute, finalement... Alors, Véronique, moi ce que j'entends, et je le comprends, hein, vous êtes très en colère contre lui, et ça c'est important. J'essaye de ne pas avoir de la colère, hein, j'essaye vraiment... Oui, mais on l'entend. Pourquoi vous essayez de ne pas avoir de colère ? La colère, c'est pas une décision, je décide pas d'être en colère ou de ne pas être en colère. C'est certain. Mais voilà. Donc laissez-la vous traverser la colère, parce que sinon elle va vous rendre malade. Vous fermez les yeux et vous avez une scène qui vous a mis en colère, ok, fermez les yeux et laissez évoluer les sensations à l'intérieur de vous. Vous laissez évoluer. Qu'est-ce qui se passe ? Le cœur s'accélère ? Ok, on laisse le cœur s'accélérer. L'estomac se contracte ? Ok, l'estomac se contracte. Et puis, vous êtes peut-être aussi un petit peu en colère contre vous, parce que vous aviez quand même beaucoup de preuves qui vous laissaient... C'est exactement ça. En fait, j'avais suffisamment de preuves pour partir déjà depuis un moment. Et donc, cette colère-là, il faut que vous l'entendiez et que vous arriviez à vous pardonner en comprenant pourquoi vous vous êtes entêté dans une relation qui, pourtant, au fond, vous le saviez, était nocive pour vous. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est tout ça qu'il faut faire comme travail. Pour que là vous allez traverser un moment difficile, hein, parce que vous n'allez pas vous en sortir comme ça, hein, mais au moins vous allez grandir. Déjà pour moi, le fait d'appeler est pour moi déjà un signe que j'avance et que je suis sur le chemin de la séparation et de cette décision définitive. Du coup, dans ce que vous nous racontez, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Hein.
Mais débarrasser, c'est un peu mot fort. Non, si, vous débarrassez de quelque chose qui vous empoisonne la vie depuis quand même pas mal d'années. Mais c'est important de quand même être prudente sur le plan de la loi, parce que je sais que quand même il y a des lois qui sont là pour protéger. Hein. Donc c'est important quand même de vous renseigner. Je le ferai. Et puis maintenant, il faut que vous voyez, c'est ce que je disais en début d'émission, il faut que vous soyez responsable dans tous les sens du terme. Pourquoi avez-vous eu besoin de vous mettre dans cette situation ? Vous voyez, c'est que dans votre inconscient, il y a quelque chose qui réclame cette situation pour pouvoir vivre enfin quelque chose et pour pouvoir justement vous en libérer. Mais il y a vraiment un travail sur pourquoi est-ce que je suis allé dans cette relation. Et c'est pas un travail culpabilisant du tout, hein. C'est un travail qui nous oblige à retrouver nos traumas infantiles. Qu'est-ce qui, dans votre propre histoire, vous oblige à accepter quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, qui est capable de vous donner des très très belles paroles, et puis qui après... Là encore, on peut poser la question qu'on avait posée tout à l'heure. À qui ça vous fait penser ? Qui est-ce que vous auriez voulu sauver ? Non. Je ne peux pas vous répondre là, du tout. Ben, cherchez. Dans votre histoire ? Cherchez. Ou alors, il vous a vraiment manipulé et vous aviez besoin qu'on vous raconte une belle histoire. Oui. Certainement, j'ai voulu y croire, oui, c'est certain, oui. Oui, et vous avez voulu y croire par peur de vous retrouver seul, par manque d'estime de vous-même, enfin tout ça. Alors, la chose que je tiens à souligner, parce que là ça me vient à l'esprit à l'instant, c'est que du coup, lorsqu'on s'est rencontrés, il m'a parlé de son enfance, qui je découvre aujourd'hui, tout est faux, et comme moi-même j'ai eu une enfance avec une mère maltraitante, ça nous a rapprochés, si vous voulez. Et donc, pour moi, c'était une évidence qu'il y avait quelque chose à vivre ensemble. C'est une rencontre narcissique, et vous pensiez en le sauvant qu'il allait vous sauver. Mais il faut se sauver soi-même, Véronique, et c'est ce qu'il faut absolument que vous fassiez. C'est ça, on repère chez l'autre une blessure qui existe à l'intérieur de nous qu'on veut aller guérir. C'est l'effet miroir, oui. Merci Véronique, et bon courage. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après les infos. Sud Radio 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Charles Bouchou. Je rappelle que votre livre Les pervers narcissiques vient de sortir en poche aux éditions Erol, et on sait que c'est un sujet qui est toujours très, très difficile. Hein, on pose toujours énormément de questions à ce sujet, alors que le livre a presque 20 ans. 17-18 ans il a. On a juste une petite critique, pas par rapport à votre livre. Hein. Je trouve qu'on a un peu trop tendance à mettre les PN partout aujourd'hui. C'est pas grave. Encore une fois, quand quelqu'un vient me voir et me dit j'ai affaire à un pervers narcissique, je lui donne pas un cours de psychopathologie. Mais il y a des gens qui font ça. Moi, des gens sont venus me voir en me disant j'ai été voir un psy, j'ai dit que j'avais affaire à un pervers narcissique, et l'autre psy me dit mais non, c'est pas ça, c'est autre chose. On s'en fiche. Quand quelqu'un vient me voir et me dit j'ai affaire à un pervers narcissique, la personne me dit je souffre. Je souffre. Ah, et c'est ce qu'on fait là à l'antenne. On demande aux personnes, ok, ça fait écho avec quoi ? Pourquoi vous avez rencontré une personne comme ça ? Qu'est-ce que vous avez à comprendre ? Ça, c'est intéressant. On retrouve Agathe qui est avec nous. Bonjour Agathe. Oui, bonjour Brigitte, et bonjour Monsieur Bouchou. Bonjour Agathe. Merci de prendre à l'antenne. Je vous en prie. Donc, écoutez, moi, l'année 2025, c'était une année terrible. En fait, j'ai eu 4 traumatismes, on peut appeler 4 traumatismes. Dans l'année ? J'ai perdu. Dans la même année, ouais. Donc, j'ai perdu ma maman au mois de janvier. Mais si vous voulez, par rapport à cette séparation dont parlait tout à l'heure Jean-Michel Bouchou, elle allait avoir 99 ans. Jean-Charles, pardon, excusez-moi. Elle allait avoir 99 ans, elle est morte à côté de moi, et quand elle est décédée, en fait, j'ai pleuré évidemment, mais c'était la fin de son calvaire, donc ça a été une espèce de libération. Bien sûr. Donc ça, c'était au mois de janvier. Après, au mois de mars, j'ai failli mourir d'une appendicite non diagnostiquée. Donc j'ai eu une péritonite, et après j'ai été opérée 2 mois après, et le chirurgien m'a dit votre corps vous a super bien défendu, c'était pas votre journée pour monter au ciel. Donc ça s'est bien terminé. Au mois de juin, c'était la fin d'un divorce
Alors, avec quelqu'un dont Jean-Charles Bouchou vient de donner la définition, c'est-à-dire un sadique. Un jour c'était super, l'autre jour, le lendemain c'était une horreur. Au début il me faisait des cadeaux quand il était allé trop loin, et puis ça, au début c'est des bouquets de fleurs, c'est devenu de plus en plus important. Et c'est moi qui ai décidé de divorcer parce que là c'était mensonge, manipulation, enfin etc. Vous êtes sauvée, c'est bien. Oui. Oui. Et le quatrième traumatisme. Et le quatrième, en fait, je rejoins complètement Jean-Charles Bouchou. C'est-à-dire que là, j'ai perdu ma maison et donc j'ai eu un déménagement dans les larmes parce que mes enfants, ils étaient grands, mais ils avaient encore leur chambre. Donc, il a demandé à ce que, dans un premier temps, ce soit juste rangé, et ensuite. Mais le déménagement à cause du divorce. À cause du divorce, oui. J'ai quitté ma maison. C'est les conséquences du divorce, oui. Voilà. Donc ça fait un peu beaucoup dans la même année. Oui, ça fait beaucoup, même si ce sont des choses qui vont vous permettre de renaître, hein, si je puis dire. Alors, je ne connais rien dans la numérologie, mais on m'a expliqué que l'année dernière était une année 9. C'est exact. Et que cette année-ci est une année 1. Ça veut dire que tout s'est effondré l'année dernière et tout redémarre aujourd'hui. Alors oui. Agathe au boulot. Oui, on me l'a dit aussi. Et c'est formidable. Et il fallait faire place nette. Et ben voilà. En fait, oui, voilà. Je me suis beaucoup occupée de ma maman. Bien. Et bien maintenant, j'ai plus à faire ça. Non, mais ce qui est sûr, Agathe. Ce qui est sûr, Agathe, c'est que votre maman, 99 ans, c'est le moment, on va pas pleurer. Votre divorce, c'est un choix intelligent. Tout ça laisse à penser qu'en effet, il va y avoir un avant et un après, et que l'après sera peut-être plus lumineux. Néanmoins, il est certain que perdre sa mère, surtout si vous en êtes beaucoup occupé, ça va créer beaucoup de vide. Un divorce, ça crée beaucoup de vide. Donc, depuis le mois de janvier de l'année dernière ? Oui, mais quand même. Oui. Et puis un divorce depuis le mois de juin, ça crée du vide. Un déménagement, ça crée du vide parce qu'on n'a plus ses marques. Donc tout ça laisse à penser qu'il faut que vous retrouviez une autre façon d'occuper votre temps. Et c'est ça qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce qu'il peut y avoir des moments un petit peu de sensation de vide. La bonne nouvelle, c'est que Agathe va récupérer énormément d'énergie. Toute l'énergie qu'elle était obligée de donner à sa maman, écoutez, elle n'en a plus besoin. Toute l'énergie qu'elle était obligée de monopoliser pour se défendre d'une personne perverse narcissique, elle n'en a plus besoin. Toutes ces énergies-là, elles reviennent, elles vont vous assaillir. Et en plus, avec le printemps qui arrive. On a encore un peu le temps. Ouais, mais moi, j'habite 800 km plus au sud, c'est bientôt le printemps. C'est bientôt le printemps. Non, écoutez, par rapport aux deux témoignages de Sarah et de le premier personne, je crois que c'était Bruno. Oui. En fait, si vous voulez, sur les 4 traumatismes, le pire, c'est le divorce, ça c'est sûr, parce que c'est là, on est restés 35 ans ensemble. Là, moi, j'ai été très naïve, et donc là je découvre des tas de choses, je me dis mais comment j'ai pas pu voir ça, etc. Mais en fait Bruno, il dit que son fils lui a donné une parole qui l'a aidé, et moi aussi, mes enfants. En fait, 5 jours avant d'envoyer la lettre de l'avocat, j'ai prévenu mes enfants, et là ils m'ont dit mais maman, mais pars, papa. Nous, on est partis de la maison. Mais toi, t'es toute seule avec papa. Il est de pire en pire. Mais vis ta vie. Donc, c'était génial. Mais après, c'est vrai que c'est pas toujours facile tous les jours. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vous voyez, j'ai passé un cap. Parce que là, on a été à un anniversaire, j'ai croisé mon mari. Et c'était comme si c'était une personne de l'anniversaire. C'était plus mon mari, c'était un monsieur comme ça qui. Mais était là. Agathe, il y a quand même une chose dans votre témoignage sur lequel j'ai envie de rebondir, parce que ça peut peut-être vous aider, ça peut peut-être donner du sens. Vous perdez votre mère et tout d'un coup vous divorcez. Quand même, il y a quelque chose qui laisse à penser. Et puis alors, vous avez eu une appendicite, c'est quand même une maladie qu'on a, enfin c'est plutôt un problème qu'on a quand on est petite. J'ai quand même l'impression que l'année 2025 vous a permis de grandir et de devenir adulte. Et c'est là-dessus qu'il faut là-dessus qu'il faut, à mon avis, trouver votre force. Oui, parce que en fait, j'avais eu un rendez-vous avec vous, Jean-Charles, et vous m'aviez dit au téléphone,
mais pourquoi vous avez choisi cette personne Oh, ça m'étonne de lui. J'ai une surprise. Hein. Et donc, mais vous aviez complètement raison. C'est parce que. Mais c'est une vraie question, hein. Pour moi. C'est pas un reproche, je me permettrai pas. C'est une vraie question. Non, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de rencontrer quelqu'un qui va me faire m'effondrer à un moment donné? C'est que je dois vivre l'effondrement. Exactement. Et mon organisme, il n'est pas bête. Hein. Il va me faire m'effondrer quelque part pour que je vive enfin mon effondrement. Ouais. Est-ce que nous avions fait du revécu sensoriel ensemble? Non, mais peut-être je le ferai parce que après j'ai vu personne, j'ai beaucoup lu, j'ai vraiment, j'ai un petit cercle d'amis qui est très très présente, donc ça c'était génial, et la lecture m'a quand même beaucoup aidée. Oui. Mais quand vous m'avez dit ça, j'étais pas prête à l'entendre encore. J'étais trop, c'était parce que je me disais mais c'est complètement injuste. Moi je demande le divorce, mais c'est moi qui souffre le plus. Non, mais vous avez bien fait parce qu'après j'ai repensé à ce que vous m'aviez dit. Et en fait, quand on s'est rencontrés, je venais de perdre mon père qui est mort très jeune. Donc j'étais dans une phase pas bien du tout. Et lui s'est présenté comme quelqu'un de solide qui décidait de tout. Et donc ça m'arrangeait. Il remplaçait papa. Exactement, c'est complètement ça. Donc le quitter, c'est quitter papa. Mais vous savez, nos parents, aussi bons soient-ils, hein, ou difficiles qu'ils aient été, des parents, c'est fait pour être quittés. Et regardez vos enfants, ils sont partis, et apparemment ça se passe bien pour eux, on en est heureux pour eux, quoi. Exactement. Merci Agathe, en tout cas, on fait une petite pause, c'est Christophe qui sera avec nous et qui traverse aussi une période difficile et qui a peut-être besoin de vos conseils, Jean-Charles Bouchou. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous et nous évoquons les traumas, comment se relever d'une situation difficile, et visiblement, Christophe, vous êtes en train de traverser une période difficile. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Christophe. Merci de me recevoir à l'antenne. On vous écoute, allez-y, je vous en prie. Alors j'ai 32 ans, je traverse une période difficile et je ne sais pas comment rebondir. J'ai beaucoup de choses qui se sont écroulées en peu de temps. Donc, pour vous résumer un peu mon parcours, je travaille depuis une dizaine d'années dans les réseaux télécoms. Et début 2025, j'ai accepté un changement de poste afin d'évoluer à la demande de ma hiérarchie. Sauf qu'en parallèle de ça, je prépare aussi un concours de la fonction publique où j'avais pris une préparation dans le but de mettre toutes les chances de mon côté. Donc je m'y suis investi à 200% pendant près d'un an car c'était le métier que je voulais faire étant volontaire actuellement à côté. Mais du coup, au fil des mois, la situation s'est compliquée. Dans mon nouveau service, j'ai été confronté à un management toxique, une pression permanente. Et sauf que dans le même temps, j'ai vendu ma maison où je venais de terminer les travaux parce que je m'y sentais pas bien. J'ai déménagé dans un endroit qui ne correspondait pas en fait. J'ai perdu mes repères, mon confort, mon équilibre. Et étant tout seul, ça n'a pas facilité la chose. J'avais personne sur qui me reposer. Et du coup, quand ça a commencé à dérailler, j'ai tout gardé pour moi. J'avais peur du jugement des autres sur les choix que j'avais pris. Et je me suis dit, ça va passer avec le temps. Oui. Et là, vous êtes, vous allez pas bien. Hein, vous êtes en train d'un petit peu de craquer, comme on dit. Hein. C'est ça. Vous pensez avoir fait un mauvais choix ou c'est la personne qui vous a harcelé qui vous a mis dans cet état-là? Non, c'est moi qui ai fait le mauvais choix en fait, parce que j'ai pris des décisions trop vite sans réfléchir. Et j'ai réfléchi. D'accord. C'était trop tard. Bon, d'abord, on n'est jamais coupable de s'être trompé. Tout le monde se trompe. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir, Christophe, vous désidéaliser. Et puis à 32 ans, se tromper, c'est pas grave. Hein. Voilà. Après, notre organisme nous pousse à vivre des épreuves. Je parle un petit peu en boucle, je dis toujours la même chose. Et là, visiblement, les décisions étonnantes, vous en avez prises plusieurs d'affilée. Vous vendez une maison, vous prenez un appartement qui vous convient pas, vous quittez un emploi, enfin, j'ai pas très bien compris. Oui, vous changez de service. C'est ça. Et vous préparez un concours, vous nous avez pas dit si ça s'est terminé ce concours.
Et voilà, c'est ça où je voulais en venir en fait. C'est-à-dire Du coup, petit à petit la fatigue s'est installée. Mais je crois, Christophe, déjà ce que je peux vous dire, c'est que vous avez surestimé vos capacités d'énergie. Oui. Déjà. Hein. Mais ça, quand on est jeune, on a un peu l'impression qu'on est tout puissant, qu'on va pouvoir faire mener de front des tas de choses. On dirait que Christophe, il se fait payer quelque chose. Hein, je me trompe? Non, mais... Voilà. Est-ce que vous méritez de réussir, au fond, Christophe? Oui, parce que je me suis investi... Quand je me donne quelque chose, je m'investis à 200%. Mais pourquoi vous vous investissez autant? Qui est-ce qui vous demande de vous investir autant? Parce qu'en fait, le concours que je préparais là, ça fait du coup 1 an que j'étais dessus, tous les soirs à travailler dessus. Et du coup, j'ai eu des résultats hier. J'ai raté le concours. Et en fait, c'est que peut-être. de l'année. Oui, mais Christophe, vous avez raté le concours. Bon, vous avez déménagé, ok. Mais vous êtes en vie et vous avez 32 ans. Donc vous avez le temps de le rebondir. Il y a rien de dramatique, même si je comprends votre désarroi et je comprends qu'aujourd'hui vous avez l'impression de... Mais les questions qu'on vous pose, qui est-ce qui vous a demandé d'en faire autant? Ça c'est une... Non, c'est pas vous. C'est certainement, ça remonte à plus loin. C'est-à-dire vous deviez certainement avoir des parents qui vous demandaient toujours d'avoir les meilleures notes à l'école ou d'en faire toujours trop. Ouais, et encore une fois, de quoi est-ce que vous vous punissez? Parce que c'est étonnant quand même de quitter une maison pour aller à un endroit où vous êtes mal. Vous l'avez... Ouais, voilà. Et c'est pas grave, hein. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que vous avez à vivre en ce moment, pourquoi votre organisme vous demande de vivre ça. Là, ce que votre organisme vous demande, c'est de vous poser, de faire un peu le point et de voir pourquoi vous avez fait tous ces choix qui vous ont amené dans le précipice. Et puis une fois que vous aurez compris tout ça, eh ben vous allez rebondir tranquillement parce qu'à votre âge, vous avez la vie devant vous. Oui. Vous comprenez? Vous n'êtes pas, vous êtes pas fracassé en moto, vous êtes pas, vous voyez, tout ça n'est pas très grave. Je comprends tout à fait. Je suis pas en train de sous-estimer votre souffrance, hein. Mais je crois qu'il faut vraiment, à un moment donné, un tout petit peu de raison. Il y a ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez est terriblement douloureux. Et puis, il y a la raison qui montre que c'est pas très grave, tout ça. Parce que vous avez raté ce concours, vous ferez autre chose. Oui, vous le repasserez. Vous le repasserez. Oui, tout à fait. Vous comprenez? Mais si vous le repassez, vous le repasserez en vous donnant les moyens de le réussir. Et pas en vous surchargeant et de vous amener à le rater. C'est ça, c'est que dans l'année, j'ai fait trop de choses en même temps et c'est pour ça que j'insiste, comprenez pourquoi vous vous mettez autant de pression. Et ce que vous demande Jean-Charles, c'est aussi pourquoi vous êtes puni. Donc, vous travaillez un petit peu sur comment on vous a aidé, enfant, à avoir confiance en vous, avoir une bonne estime de vous-même, et comment on vous a aidé à devenir adulte. Oui, tout à fait. Ouais. Comprenez? Oui. C'est ça qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous en êtes là, et puis vous allez réajuster les choses. Et c'est ça la vie, vous savez, Christophe. Toute sa vie, on est obligé de réajuster. Hein. Et puis, si vous comprenez pourquoi vous vous êtes infligé ça, si vous acceptez de vivre votre trauma d'origine, vous en ressortirez grandi. Oui. C'est ça l'idée, hein? C'est vrai. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est un peu difficile. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être un petit peu en colère, vous avez le droit d'avoir un petit peu peur de l'avenir. C'est pas grave, tout ça. Ok? Oui, il faut rebondir et oui, et puis ça va. Vous n'allez pas rebondir là tout de suite en raccrochant. Hein. Oui. Ça va être un petit peu difficile, mais la vie est faite de choses comme ça, et si vous passez bien cette épreuve, vous allez vraiment devenir adulte. Ok? Très bien. Merci Christophe. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil. Nous allons parler de raffinement pour rapports bucco-génitaux, et puis on écoutera Franck également qui lui a perdu sa femme et il a envie de nous dire comment il a réussi à rebondir. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil.
Eh bien, quelques petits raffinements pour rapports bucco-génitaux. C'est bien de temps en temps de prendre des astuces artificielles qui vont pouvoir surprendre le partenaire ou la partenaire durant ces caresses intimes. On en parlait hier avec Lucie Vincent. Hein. La surprise, c'est important pour redonner un peu de libido dans la relation. Alors, il y a la fameuse sensation de menthol. Alors, c'est très simple. Hein. Il suffit d'avoir un bonbon mentholé dans la bouche lors d'une caresse buccale et déjà ça va donner une sensation un peu piquante de chaud, de froid, donc c'est très simple. Pourquoi pas des glaçons, hein, et puis il y a le thé chaud, hein, qu'on peut aussi et ça y est, le tour est joué. Et alors il y a une autre idée que j'aime bien aussi et que vous connaissez peut-être pas, Jean-Charles Bouchou, c'est l'aspirine effervescente, qui donne des petites sensations de picotement qui peuvent être... alors, je ne dis pas que ça va forcément donner tout de suite un orgasme extraordinaire, mais ça surprend et c'est toujours intéressant. Bien, vous mettez l'aspirine dans la bouche ? Qui va donc être effervescent et vous faites la caresse buccale sur le pénis ou le clitoris ou la vulve, enfin bref, chacun choisit ce qu'il a envie. Et le souffle aussi a des effets très stimulants et on n'y pense pas beaucoup, donc tout ça, voilà, c'est des caresses et puis vous pouvez faire des tout petits mordillements, tout petits, hein, tout doucement, des petits, enfin voilà, bref, il faut varier, surprendre et ça marche toujours. On retrouve Franck qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Brigitte. Et vraiment très enchanté de vous parler enfin depuis de nombreuses décennies. Non, décennies n'exagérons. Ah si, oui, il y en a deux et demi. Oui, vous avez raison. Sur notre radio d'avant. Oui, c'est vrai. Ben, merci de prendre la parole. Enfin. Qu'est-ce que vous avez Pourquoi vous avez attendu si longtemps pour prendre la parole, Franck? Eh ben, en fait, j'ai appelé Sud Radio suite à ce que j'avais vécu, parce que j'avais appelé Alexandre, parce que j'avais besoin d'être un petit peu guidé, j'étais un petit peu... Oui, Alexandre qui fait l'émission C'est votre avenir après vous, là, moi. Oui. Et après, j'ai été contacté pour, si je voulais témoigner de ce que j'avais vécu, voilà, dans le thème de votre émission. Et donc, ce que vous avez vécu, vous, c'est le décès de votre femme, hein, c'est bien ça? Oui, il y a 5 ans, D'une longue maladie ou... Ouais, cancer. Mais alors, comme j'ai pu le dire, moi, parce que moi, je suis quelqu'un, on va dire, moi, le ciel, il est toujours bleu maintenant. Et donc, c'était à moi. Et ce que je voulais vous dites, dire, le ciel est toujours bleu depuis la perte de votre femme, c'est-à-dire que vous avez... Alors, c'est quelque chose que j'avais en moi, mais maintenant, ça s'est vraiment développé. Voilà. Oui, parce que vous avez compris la dure réalité de la vie, hein, qui se finit. J'ai pu aussi, à travers ça, exister moi-même maintenant, grâce à plusieurs personnes. Merci de ce témoignage, parce que là, on voit vraiment quelqu'un qui a profité d'une difficile épreuve pour en faire quelque chose de positif. L'épreuve, elle est en image, on n'a pas tombé le pont, on a même tombé le rocher dans lequel le pont est projeté en face, il n'y a plus rien, Surtout que, moi, on était tout jeune adolescent quand on s'était connu avec mon épouse, ça faisait presque 40 ans que j'en ai parti. Qu'on était ensemble, Et des enfants, tout ça, Et elle, c'était une personne différente, très différente de tout le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui signait, qui charmait, Et elle avait une autre vision de la mort comme nous, on peut l'avoir tous, Et donc, elle n'avait pas peur de la mort, elle. Et comme je dis bien souvent, il y a des gens, parce que maintenant, je me suis dit, je vais aider les gens qui ont besoin, qui traversent ces épreuves-là. Parce qu'il y en a beaucoup, malgré tout. Notre société veut qu'on soit tout bien, tout lisse, tout beau, mais la vie, c'est pas ça. C'est pas une bande dessinée, bien sûr. Et en fait, la maladie, elle a ça de bien, si les gens le veulent, bien sûr, il faut en avoir la volonté, c'est qu'on peut préparer ce moment-là, si on se parle. Contrairement à un accident qui est très brutal, c'est d'un seul coup, ça te le coup prétombe, c'est fini. Oui, un accident, pendant des années, on peut se parler si on a la volonté, bien sûr. C'est des moments très durs. Il faut que les deux soient aptes à en parler, évidemment. C'est ça, exactement. Et en fait, comme je dis, après, bien sûr, les gens disent, t'as pu l'accompagner et tout. Alors, je dis, bien évidemment. Mais en fait, c'est elle qui m'a accompagné à ce décès. Et même après, même ce que j'ai vécu après, parce qu'elle l'avait plus ou moins deviné et vu,
c'était ses capacités, ça. Et même elle après, voilà, j'ai été accompagné par elle, quoi. Voilà, ça c'est sûr et certain, quoi. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé. Je vais voir une personne qui est extraordinaire. Ça aussi, parce que je pense que c'est nécessaire, quoi. Tout seul, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais vous faites quoi comme travail avec ce quelqu'un ? Moi, j'ai été voir alors, c'est une des personnes. J'ai été voir une psy, mais que j'ai rencontrée par hasard, bien guidée, comme on dit, parce qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Sur un de mes chantiers. Non, mais ce qui est important, Franck, c'est que lorsqu'on traverse quelque chose de très difficile, mettre les mots sur ce qu'on traverse, c'est utile. Il ne faut pas avoir peur, c'est ça le problème. Et souvent, il faut trouver quelqu'un qui est capable de nous écouter sans nous interrompre, et puis il faut qu'on ait le sentiment d'être compris dans ce qu'on traverse et dans nos émotions. Donc c'est pour ça que très souvent, il vaut mieux aller voir un thérapeute, parce que quand on parle à des amis, les 3/4 du temps, ils vont nous dire des conneries du genre moi à ta place je ferais ça. Oui, parce qu'ils pensent qu'à eux, c'est leurs intérêts à eux qui pensent. Parce qu'on est tous pareils. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et donc les amis ne sont pas toujours capables de nous écouter dans des choses aussi difficiles. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, parce que moi, dans cet événement traversé, je me suis remis, je suis maintenant en relation avec mon ami qu'on se connaissait depuis l'école. Alors on était toujours attirés l'un à l'autre, mais on a toujours respecté, toujours été correct pour pas esquinter nos vies, ça n'aurait pas eu de sens. Et donc vous voulez dire que vous avez fait couple avec une très très ancienne amie. Oui, d'accord. Voilà, mais une amie. Mais c'est d'abord une amie avant d'être une aimante. C'est une amie d'abord. Et donc elle m'a tenu debout. C'est elle d'abord qui m'a tenu debout, sans jugement, sans rien du tout, vraiment comme une amie doit être. Et puis en fait, j'ai été refoulé pendant des années. Et au bout de 2-3 ans, c'est voilà. Et maintenant on est ensemble, quoi. Bon, elle est mariée, c'est un petit peu mais c'est très bien. Pour l'instant, c'est très bien. Ça me permet moi de me reconstruire et de savoir ce que l'on veut vraiment et de vivre ce qu'on a à vivre, quoi. Et de manière libre, un peu plus libre, malgré tout. Donc c'est la vie qui a gagné. C'est intéressant parce que votre épreuve vous a fait vivre la mort. Vous avez dû faire le deuil de quelque chose. Exactement. Mais en plus du deuil de votre épouse, j'entends le deuil de quelque chose d'intérieur, c'est-à-dire de... Quelqu'un me disait récemment, nous savons tous que nous allons mourir, mais personne ne croit qu'il va mourir. C'était pour définir la savoir et croyance. Je connais, et malgré tout, quand on y est confronté, là, on est quand même bien obligé de le voir, de le vivre. Et quelque part, c'est même un deuil qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes, sur nous-mêmes. Mais vous avez complètement raison, parce que moi, quand j'ai été voir cette personne, alors j'en avais parlé beaucoup avec mon ami, on va dire, maintenant, voilà. Et quand j'ai trouvé cette personne que je vais voir, elle m'a dit, pourquoi vous venez me voir? Et la première chose que j'ai dit, je lui ai raconté mon histoire, bien sûr. Et je dis, je recommence une histoire d'amour. J'ai quitté un grand amour, je retrouve un grand amour. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne veux pas être pollué par cette vie pourrie que j'ai pu avoir d'avant. Donc le deuil, en fait, à enterrer aussi, c'est mon histoire, c'est la mienne. Ouais, je comprends. Je m'en séparerai jamais. Mais je veux qu'elle soit bien rangée pour plus en être pollué comme on a pu être avec ma femme, on a été pollué pendant des années, des années. Et qu'on a essuyé les plats de nos parents, en fait. Et on n'a pas pu vraiment vivre pour nous-mêmes, ce qui était dommage. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais et donc le fait d'aider par tous ces gens-là, ça m'a permis de voir le ciel bleu, quand même, quand c'est pas facile. Oui. Mais est-ce que, vous voyez, merci de votre témoignage, parce que votre témoignage montre vraiment que lorsqu'on a la capacité à faire le deuil au sens symbolique, parce que là, c'est en effet le deuil réel, puisque elle est morte, mais c'est aussi ce deuil symbolique que vous avez fait de votre vie d'avant. Eh bien, on repart avec des nouvelles bases, et en général, on repart mieux, quoi. Je peux vous dire que moi, je redécouvre la manière de vivre, je redécouvre l'amour, je redécouvre la manière d'aimer, je recouvre toutes ces choses-là, quoi. Et puis vous allez à l'essentiel, parce que quelque part, qu'est-ce qu'on peut se polluer par des trucs qui sont finalement pas très importants? Alors, il faut pas non plus être hypocrite avec soi-même. Moi, j'ai un âge, j'ai la soixantaine passée, on a 61 ans.
on est quand même libéré de beaucoup de choses du quotidien qui peuvent être plus ou moins fastidieuses. Mais quand même, on a encore nos enfants, même s'ils sont très adultes, ils ont leur vie. On a encore des choses comme ça, mais on est quand même libéré d'une certaine chose. Enfin, si on en a la volonté, bien sûr. Parce que, vous savez, moi, quand oui, mais excusez-moi, ma femme est décédée, la première chose que j'ai dit à mes enfants, ça c'est tout seul, ça m'est venu tout seul, parce que, puis vous savez, moi je pourrais peut-être retrouver une autre personne, mais vous retrouverez jamais une maman. Et pourtant on parle de la même personne, quoi. Bien sûr. Donc je dis, à partir d'aujourd'hui, on n'aura pas le même chemin pour certaines choses, quoi. Bien sûr, mais en même temps, ils sont adultes. Et donc, bien sûr. En tant qu'adulte, on est pratiquement sûr qu'on va perdre nos parents. Enfin, je veux dire, c'est même à souhaiter. Oui, et puis là, mais en plus, nous, on n'a pas de famille, donc moi, là, je suis le seul qui reste. Donc voyez bien, on peut toujours. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation à outrance. Parfois, c'est peut-être bien de se rendre compte que l'essentiel, c'est pas forcément le matériel, c'est justement les moments qu'on peut passer avec des gens avec qui on est bien, et puis voilà tout. Et puis ça sélectionne, et puis il faut pas avoir peur de sélectionner, mais ça c'est pas grave. Faut juste se retrouver avec l'essentiel, quoi, c'est tout, quoi. Et puis voilà. Eh bien, merci de. Pas avoir peur de parler aux gens, surtout ça. Non, ne pas avoir peur de leur dire qu'on les aime avant qu'ils soient partis, ça c'est sûr. Merci beaucoup Franck. On fait une petite pause. On va revenir dans un instant avec Laurence qui va nous parler de la jalousie. Ça est Sud Radio. Avec Jean-Charles Bouchou, nous allons conclure avec la question de la jalousie avec Laurence qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Laurence. Merci de me prendre à l'antenne. Ben, je vous en prie. Donc vous étiez extrêmement jalouse? Alors j'étais extrêmement jalouse avec mon ex-mari. Oui. Mais sans comprendre pourquoi, parce que c'était pas un super bel homme. Il me plaisait, mais il avait... Vous me faites rire. Parce que vous croyez qu'il faut être bel homme pour pouvoir avoir des aventures? Il était les autres, il voulait toujours se mettre en avant. Attendez, on va régler le problème parce qu'on a un très mauvais son, donc je laisse... Donc la question que Laurence, il faudrait qu'elle se pose, c'est pourquoi elle était jalouse. Ça m'intéresse, parce qu'on peut être jaloux de l'autre parce qu'on a soi-même vécu des traumatismes et qu'on projette sur l'autre le fait qu'il pourrait être potentiellement infidèle, mais on peut être aussi jaloux parce que l'autre a un comportement étrange. Qui nous rend jaloux. Tout pour qu'on soit jaloux. Voilà. Et puis, il y a aussi cette fameuse jalousie dont on parle pas beaucoup, mais qui n'est certainement pas le cas de Laurence, mais c'est une jalousie où on aimerait être infidèle et on projette que l'autre... Et on projette l'identification projective qui est propre au pervers narcissique d'ailleurs. Bon, à soi seul, c'est juste un mécanisme, mais le pervers narcissique fonctionne énormément comme ça. Il va vous dire, je n'ai pas confiance en toi au moment où il aurait été tenté par une aventure. Oui. Exactement. Laurence, on vous a retrouvé. Donc, est-ce que vous avez justement essayé de travailler sur les raisons qui faisaient que vous étiez jalouse? En fait, je me suis rendu compte que son attitude avec les autres m'exaspérait de vouloir toujours se mettre en avant. Il était séducteur. Et que lui prenait ça pour de la jalousie. Non, mais même avec n'importe qui, il fallait toujours qu'on parle de lui. Oui, donc il était séducteur. Oui, mais donc là, vous étiez plutôt dans une sorte de rivalité quand vous étiez avec du monde, où il prenait trop la vedette à votre goût. Mais du coup, dès que je le voyais parler à une femme, ça me mettait hors de moi. Et lui me disait à tout le monde que j'étais extrêmement jalouse. Mais c'est quand même, on est quand même dans quelque chose qui s'apparente à de la rivalité là. Oui, mais quand même, ce que j'entends chez Laurence, c'est que il est séducteur, pourquoi pas? Bon, moi je le suis aussi séducteur, c'est très agréable d'être séducteur. Mais ensuite, il la dévalorise. C'est-à-dire qu'il dit en public, regardez comme elle est jalouse. Or, il me semble quand même que la moindre des choses quand on est en couple avec quelqu'un, c'est de savoir au moins rassurer l'autre. Dire, écoute chérie, tu n'as pas... C'est vrai que je suis un peu séducteur, que j'aime bien faire afficher des sourires sur le visage des gens, mais tu es la personne que j'aime et je vais t'être fidèle. On ne dit pas en public, regardez ma femme comme elle est jalouse. Parce que c'est ça que vous avez vécu, non? Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est moi qui suis partie. Bah oui. Je l'ai trompé, qu'il l'ait quitté. Oui. Et paradoxalement, je suis tombée avec une personne qui était d'une extrême jalousie au point qu'il était jaloux de mon passé.
Ouais, il me faisait passer des nuits entières à lui raconter c'est insupportable, ça, encore. qui j'étais, ce que j'avais fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un homme qui était plus âgé que moi, mais qui était très peu expérimenté sexuellement et qui était jaloux de l'expérience, entre guillemets, que j'avais, qui était plus que la sienne. Et du coup, il me disait, je veux être le premier, raconte-moi ce que tu faisais avec les autres. Il était certainement un peu fragile par rapport à son identité masculine. Enfin, il avait certainement... Oui. Bon, vous êtes passé d'une situation insupportable à une situation insupportable. Voilà, et maintenant je suis toute seule, et finalement, je me rends compte, moi qui avais horreur d'être seule et qui en avait extrêmement peur, que finalement, tous les choix que j'ai faits d'hommes, c'était par peur d'être seule, et que je les ai jamais choisis, c'est eux qui m'avaient choisi. Ouais, vous savez, même quand on se laisse choisir, on choisit quand même, hein. Parce que si deux personnes vous choisissent, vous allez bien en prendre un plutôt que l'autre. Vous avez choisi des gens avec qui vous saviez que ça ne fonctionnerait pas, avec qui vous ne saviez qu'ils ne viendraient pas s'installer chez vous. Vous avez choisi quelque part une forme de sécurité qui fait qu'à la fin vous vous retrouvez toute seule, puis vous êtes bien contente d'être toute seule. Et puis j'avais l'impression que si je disais pas oui à l'homme qui me demandait, j'en aurais pas d'autre, que personne d'autre ne s'intéresserait à moi. Ouais. Alors que là, maintenant, finalement, je me rends compte que c'est pas plus mal et que le prochain que je le choisirai vraiment. Voilà. Voilà. Et finalement... Ni jaloux, ni séducteur. C'est ça. Et finalement, je suis bien contente d'avoir vécu tout ça parce que ça m'a appris à me connaître moi et à me rendre compte que j'avais très peu d'estime de moi et j'avais vraiment l'impression que j'étais pas aimable. Et donc aujourd'hui, vous vous estimez, vous vous aimez, vous êtes la personne la plus importante pour vous ? Oui, maintenant je vous écoute, Brigitte, et je suis la personne la plus importante pour moi. Exactement. C'est bien, c'est bien. Parce que je vous écoute bien régulièrement et vous avez extrêmement raison. Mais de toute façon, la question de la jalousie, elle n'est pas gérable. On ne peut pas rendre quelqu'un qui est jaloux plus jaloux, pratiquement, quand c'est de la jalousie pathologique. Et si on est jaloux, il faut comprendre pourquoi on est jaloux, parce que normalement, on n'a pas, dans une relation qui va bien, on n'a pas à être maladivement jaloux. Donc, et puis ça fait extrêmement mal, c'est invivable. On guette tout, le moindre appel, le moindre geste, on se pourrit la vie en fait au lieu de la vivre. Mais quand même, Laurent, je vais revenir sur mon petit dada de la rivalité. Quand vous choisissez cet homme qui va vous rendre extrêmement jalouse, etc., c'était peut-être parce que vous aviez à vivre une épreuve de rivalité. Est-ce que justement durant votre enfance, vous vous êtes pas senti moins bien que votre sœur ma sœur, oui. Ça voilà. Donc voyez bien, ça va faire plaisir à Jean-Charles Bouchou. Vous légitime. Vous avez, voyez, et cet homme que vous choisissez qui va vous rendre terriblement jalouse parce qu'il va parler à d'autres femmes, etc., il vous a permis de ressentir quelque chose qui vient de votre enfance. Et j'ai toujours eu le sentiment d'être moins bien que ma sœur, et ce que je n'ai plus maintenant. C'est bien, parce que mais tant qu'on a un sentiment qui nous met, tant qu'on a des situations qui nous mettent en rivalité, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre sur nous-mêmes, parce qu'on est tous uniques. Quand j'étais petite, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué. Et en fait, j'ai regretté longtemps d'être une fille. Et en fait, maintenant, je suis très contente d'être une femme et j'assume d'être une femme. Et je me rends compte que c'est parce que mon père voulait terriblement une fille. Un garçon. Et qu'il a eu 2 filles, en fait. Et je m'étais donné comme mission de remplacer le garçon qu'il n'avait jamais eu. Voilà, et quelque part, votre trauma, c'est que votre père, il a eu une première fille, donc votre sœur aînée, et puis vous êtes un peu arrivé par dépit, et vous l'avez payé un petit peu, mais bon, ça y est, c'est libéré tout ça. 60 ans maintenant, c'est libéré. Il est temps, hein. Tout va bien. Et puis, vous allez pouvoir peut-être maintenant rencontrer quelqu'un qui ne vous rendra plus jalouse. Et vivre une vraie histoire, mais je me sens toute jeune, j'ai l'impression d'être encore à me dire quand je serai grande, je ferai ça. Oui, bien sûr que vous êtes jeune.
Je me sens toute jeune, oui. Le cœur ne prend pas de ride. Non. Oui, heureusement. Donc profitez-en. Oui. Merci Brigitte. Ben, je vous en prie, merci Laurence. Oui, c'est intéressant parce que quand on regarde tous les témoignages qu'on a eus depuis le début, on a pratiquement toujours trouvé qu'est-ce qu'il y avait à la source. Oui. Hein, vous êtes d'accord, hein? Oui. Oui. Toujours un trauma de l'enfance, quelqu'un qui aurait voulu sauver papa, puis qui va vouloir sauver son compagnon. Ouais. Et donc les personnes ont fait un bon travail. Donc tous ceux qui nous ont appelés sont devenus un peu plus adultes, parce que tant qu'on répète quelque chose de notre enfance, on est immature. C'est là où le mot victime il devient intéressant, c'est que à un moment donné je suis victime de l'autre, et si je vais chercher tout le temps la même personne et que je suis poussé par mon inconscient, en fin de compte je suis victime de mon inconscient. Donc c'est avec mon inconscient que je dois débattre. Pourquoi est-ce que tu m'amènes? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu m'amènes alors oui, c'est vrai que ça peut un peu cliver, mais pourquoi est-ce que tu m'amènes à toujours vivre la même situation? Il y a une raison à ça. Et à un moment donné, c'est ok, d'accord. Donc mon organisme veut que je vive cette situation. Alors je dois la vivre pleinement et j'y reviens, excusez-moi, sensoriellement. Je le vis à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis jalouse, par exemple? Fermez les yeux. Revivez une scène où vous étiez terriblement jalouse, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Et on laisse passer cette énergie, on la laisse s'exprimer. Alors que le plus souvent, on l'empêche de s'exprimer parce qu'on va mettre en place des mécanismes de défense, on va penser à autre chose. Il y a cette fameuse croyance que c'est le hasard. Hein, j'ai rencontré telle personne, c'est le hasard. Oui. Mais le hasard, c'est le nom que Dieu invente pour se cacher. Hein. Oui. Je crois que c'est Jung qui disait ce que je n'ai pas traité revient et je l'appellerai destin. Je le dis mal, la phrase. Oui, mais c'est à peu près ça. Oui, bien sûr. Sont les mots intérieurs que je n'ai pas voulu rencontrer, qui se représentent sous forme de destin. À un moment donné, rappelez-vous, un auditeur nous a dit « J'ai quitté mon travail pour mon service pour un autre service où je me suis senti mal, j'ai quitté ma maison pour une autre maison où je me suis senti mal. » Et en fait, on s'aperçoit qu'il revit tout le temps la même chose. Effectivement, comme vous dites très justement, c'est pas un hasard. Certains appelleraient peut-être ça une synchronicité, oui, c'est une synchronicité en fait. Donc il y a quelque chose à comprendre au fond. Pourquoi est-ce que moi j'ai proposé sans savoir, parce que c'est très difficile en 3 minutes à la radio, est-ce que vous vous faites payer quelque chose? Pourquoi? En tout cas, il faut qu'il trouve sa valeur profonde. Oui, et ça, c'est un terme que j'aime bien utiliser parce que c'est vraiment ça. Mais bien arriver à trouver le trauma d'origine. Exactement. Qu'est-ce que mon inconscient veut que je revive? Et alors, évidemment, dans le domaine amoureux, dans le domaine affectif, puisque là, on va d'autant plus être émotionnellement touché, plus que dans le domaine professionnel, forcément, on rencontre des personnes qui vont nous faire avancer sur nous-mêmes. Hein. Oui, mais c'est bien de faire un travail sur soi. Alors, vous vous rendez compte, ça veut dire que le premier couple que j'ai formé, c'était thérapeutique. Moi, je suis arrivé avec ma névrose, l'autre est arrivé avec ses névroses. On a mis en place la cathédrale des névroses. Et puis, évidemment, ça a explosé. Alors, on va refaire un autre couple et ça va être pareil. Et encore, et ça va être pareil. J'espère qu'un jour, on peut arriver à rencontrer quelqu'un tranquille, quoi. Si on accepte de... Oui, c'est ça. Où on est juste bienveillant, juste amoureux, juste... Et c'est possible, hein. On y a le droit. On a le droit. On y a le droit si on a fait le travail préalable nécessaire. On a le droit d'être heureux, mais il faut se prendre en main et il faut se responsabiliser. C'était un peu le projet de ces 2 heures et je crois qu'on a bien avancé grâce à vous, Jean-Charles. Bien volontiers, grâce aux auditeurs et grâce à vous, Brigitte. En tout cas, on vous retrouve vendredi. On va aborder la question de la religion et de la spiritualité. D'accord, ça m'intéresse. Eh ben, on verra ce qu'on pourra en dire avec vous vendredi. Pour l'instant, j'ai déjà mon gagnant, c'est Franck qui va pouvoir se prélasser sur ce matelas relaxant de la marque Lelo, et c'est Franck qui habite en Corrèze qui est donc notre gagnant du jour. Mais rassurez-vous, demain il y aura certainement encore un autre matelas relaxant à gagner. Et puis demain on va être avec Philippe Breneau et on va évoquer la liberté et l'engagement. Est-ce qu'on peut à la fois rester libre tout en se mariant, en s'engageant? On voit bien que la génération Z, ils ont de moins en moins envie de s'engager. Donc, est-ce que c'est un mouvement important qui fait que les gens veulent plutôt la liberté que l'engagement? On va essayer de jongler avec tout ça avec Philippe Breneau. Et puis tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On a Daniel en ligne avec nous. Vous êtes agriculteur ? Agriculteur dans le Tarn, mais je suis écœuré de la situation actuelle. Ce qui se passe, c'est vraiment grave. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de monter les agriculteurs les uns contre les autres. La FNSEA et les JA sont de connivence avec le gouvernement. Quel signe on donne aux jeunes qui veulent faire agriculteur ?